tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée live des Mementos du CREPS de Montpellier. Alors ce soir on va parler de motivation et performance. Nous serons en compagnie de l'équipe des Mementos du CREPS avec Pierre Salamé, ex-entraîneur de canoë-kayak, rédacteur en chef des Mementos, avec Bertrand Valsin, ex-entraîneur d'épreuves combinées et conseiller optimisation de la performance à la Fédération d'athlétisme. Clara Sanchez, ex-entraîneur de cyclisme, conseillère haut niveau au CREPS. Philippe Salas, psychologue, docteur en psychologie et psychologue pour les sportifs de haut niveau du CREPS de Montpellier. À la technique, nous aurons Olivier Lerouge, responsable du pôle numérique du CREPS de Montpellier. Et nous avons en invité d'honneur, en grand témoin, Jean-Marc Vianne, triple sauteur, médaillé de bronze au récent championnat d'Europe d'athlétisme, et son entraîneur, Sébastien Boucher, qui lui est à distance. Avant de démarrer, un petit rappel sur les aspects techniques, Olivier. Oui. Les techniques, on m'a dit qu'il fallait que je rappelle les techniques. Donc, en fait, bon, les règles du jeu, c'est de garder les micros fermés pour éviter les pollutions sonores qui sont très dérangeantes pendant ce genre de webinaire. Ensuite, si vous voulez poser des questions, vous avez le chat à disposition et c'est Clara qui va s'occuper de relayer les questions ou de vous donner la parole. Mais il ne faut pas hésiter à interpeller, etc. Et puis, voilà. Et je crois que c'est tout. Je n'ai rien oublié. Non, je crois que c'est bien. Voilà. Et bon webinaire à tous, je vais essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Pour poursuivre, je propose à Pierre Salamé de nous parler un petit peu des Mementos. Oui, donc les Mementos, j'ai créé la collection psychologie il y a des Mementos il y a quelques années et j'anime le staff des rédacteurs qui écrivent dans ces Mementos. Ce sont des entraîneurs et des psychologues du sport, dont certains, donc, on l'a vu, sont autour de cette table. Nous proposons ces Mementos pour sensibiliser les sportifs et les entraîneurs à l'approche mentale de la performance, toujours un peu délicat quand on commence à s'initier. Et l'objectif, c'est de mettre un premier pied dans l'étrier à des jeunes entraîneurs, jeunes sportifs, mais ça s'adresse aussi à tous les sportifs et tous les entraîneurs. Nos brochures sont faciles à lire. Voilà, je vous en montre une. C'est très peu de pages, c'est écrit en un langage simple et c'est facile à comprendre aussi puisqu'on prend systématiquement un cas concret pour illustrer les notions théoriques qui, bien sûr, vont émailler cet ouvrage. Nous avons 11 Mementos qui ont différents thèmes, donc la concentration, la motivation, la communication entraîneur-entraîné, sur lequel nous travaillons actuellement, aussi les problématiques psychologiques des entraîneurs et des sportifs. D'ailleurs, nous nous appuierons au cours de ce live sur le numéro 2 et le numéro 3 qui traitent spécifiquement de la motivation. D'autres points d'animation de ce staff Mementos qui réunit donc les entraîneurs et les psychologues, c'est on anime des émissions radio, on a un espace numérique pour ceux qui ont accès, et nous nous lançons aussi là depuis peu de temps dans une formation à distance, donc de 10 heures, qui va commencer le 25 novembre, où pour aller plus loin, le thème sera la motivation, les motivations et performances, et là on ira plus loin avec une formation en ligne qui sera animée par Julie. Et toute l'équipe des Mementos. Et toute l'équipe des Mementos, bien sûr. Donc la coordinatrice, ça sera Julie, et nous interviendrons à différents moments de la formation sous forme de vidéo ou en live direct. Donc, vous voyez que le périmètre est quand même la performance et le mental, et donc la motivation ce soir. Alors, c'est parti. Pour commencer, Jean-Marc, une petite présentation de ton parcours, de ta carrière en tant qu'athlète. Alors, pour moi, Jean-Marc, triple sauteur. Donc, j'ai commencé le triple saut relativement tard,
à 18-19 ans. J'ai une progression plutôt rapide. Je fais mon premier concours en plus de triple saut à Montpellier. J'ai réalisé 15 mètres 19, ce qui était à ce moment-là la meilleure performance junior de la saison, qui m'a ouvert les portes du haut niveau et de l'équipe de France. Et ensuite, donc, premier titre de champion de France élite en 2017, avec une place de finaliste au championnat du monde. Et puis ensuite, une longue période troublée et compliquée, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Et pour enfin avoir cette première médaille au championnat d'Europe en 2022, médaille de bronze au triple saut. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu, justement pendant cette période un peu difficile, qu'est-ce qu'il y a eu? Entre autres, il y a eu des blessures. Alors, il y a eu des blessures. Il y a eu une période où il y a eu pas mal de blessures, que ce soit sur le plan tendineux ou sur le plan musculaire. Et il y a aussi eu tout simplement des contre-performances. J'étais pas au niveau. Pourtant, je pense que les gens qui m'entourent et mon entraîneur pourra en témoigner, j'ai toujours mis tout en œuvre pour réussir. Ça, c'est un truc chez moi que je fais tout le temps, c'est que j'ai un objectif. À la base, de toute façon, c'était un rêve hein, qui s'est transformé ensuite en objectif. Mon objectif, c'était d'avoir une médaille sur le plan international. J'ai mis tout en œuvre. On a mis tout en œuvre avec mon staff. Et Seb pour en témoigner, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et on a réfléchi à mettre d'autres stratégies en place et pendant toute cette période où ça n'a pas marché, effectivement, la motivation et l'envie et tout l'engouement qu'on peut avoir et le plaisir qu'on peut avoir à aller simplement s'entraîner, t'es parti. Hein. Oui, forcément, ça s'érode. Et même, j'irais même plus loin, je pense qu'il y a une période, notamment après les championnats d'Europe en 2018, où je ressens quand même un petit sentiment d'injustice sur mon premier essai. Quand j'ai constaté ça, ça m'est resté tellement longtemps qu'il y a eu même un sentiment de dépression pour ensuite rebasculer et me remettre à l'entraînement. Il y a une période où j'allais m'entraîner pour m'entraîner. J'allais plus m'entraîner pour progresser, mais il y avait plus plaisir, cette envie d'aller se dépasser à chaque fois. Non, j'allais m'entraîner. Oui, mais donc tu l'as fait, tu es quand même allé t'entraîner. Oui. Et donc la question que moi je me pose quand je vois ce parcours-là, c'est comment tu as fait? Parce qu'on peut abandonner. Alors, chez moi, l'abandon, je ne connais pas ce terme. Mais c'est vrai que je me suis posé la question. À un moment donné, je me suis posé la question de est-ce que j'ai vraiment le niveau? Parce que, comme je le dis, pour moi, je mets toutes les chances de mon côté. Mais si j'y arrive pas, c'est que peut-être j'ai pas le niveau. C'est peut-être que malgré tout, je suis peut-être pas fait pour ça. Mais malgré ça, pour moi, abandonner, c'était pas une option. Donc j'allais encore essayer jusqu'à que je dise stop. Mais c'est vrai que à une période, en tout cas, j'allais m'entraîner parce que, entre guillemets, je connais que ça. C'est-à-dire que depuis que j'ai 13 ans, 14 ans, je vais m'entraîner quasiment tous les jours. Donc c'est un automatisme chez moi, aller m'entraîner. C'est l'heure, je vais m'entraîner. Aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça, des bondissements, de la course, de la musculation. Il y a un programme d'entraînement, il faut le suivre. C'était un simple automatisme, c'était plus un plaisir. Il n'y a pas l'envie, mais non. Ça a quand même été fait. Non, mais moi je voulais rebondir là-dessus, et justement on sent que ça a été dans ta motivation, il y a peut-être même eu un excès de motivation à vouloir tout faire et avoir beaucoup d'exigences. Est-ce que ça t'a mis une sorte de poids, de pression, de
supplémentaire qui a peut-être nuit en tout cas à te libérer, à t'exprimer? Ce qui est sûr, et avec le recul maintenant, c'est que j'avais tout basé sur le travail. J'avais tout basé, mon éducation, je vais encore plus loin, mon éducation était basée sur réussite égale travail. Et donc, je travaillais. Ce qui m'a aussi causé, je pense, quelques pépins physiques. Mais pour moi, la réussite, c'était le travail. Alors que non, comme je l'avais lu quelque part, certes, il faut s'entraîner, mais il faut s'entraîner intelligemment. L'objectif n'est pas de s'entraîner, mais de progresser. Et quand on comprend ça, on réfléchit différemment. Il faut le graver dans le marbre, celui-là, et le transmettre à tous les gens qui font du sport de haut niveau. Exactement. Mais j'ai mis beaucoup de temps, à le comprendre. Et mon entraîneur s'est efforcé à me le faire comprendre, mais j'ai la tête un peu dure et j'ai mis du temps à comprendre. Oui. Ouais, peut-être rebondir avec Sébastien, ouais, est-ce que tu sentais voilà, ce poids que pouvait se mettre Jean-Marc dans sa préparation et comment tu l'as vécu, comment tu as pu essayer de rééquilibrer les choses? Disons que le poids, pas forcément, parce que la problématique qu'il y avait, c'est qu'il a toujours été beaucoup en autonomie de par ma situation professionnelle. Donc il y a des choses que je ne pouvais pas voir forcément, ou que je voyais c'était trop tard, et donc il y a toujours un rattrapage peut-être à faire, mais tardivement. Et post-2018, on était un peu dans le même état, je pense. Donc du coup, il a fallu à tous les deux se remettre sur les rails aussi. Et je pense se remotiver. Alors peut-être que pour Jean-Marc ça a mis un peu plus de temps parce que moi de ma position de coach, forcément si on veut redresser la barre, faut y retourner pour pousser au cul, si je peux dire, pour reprendre, pour retrouver le rythme et relancer une dynamique de performance. Mais ouais, post-2018, c'était quand même très compliqué. Je l'ai très mal vécu moi aussi. Et du coup, il y a eu un temps un peu long, peut-être avec même une perte de dialogue qui a fait qu'on s'est retrouvés. On a commencé à se retrouver en tant que duo, enfin, plus vraiment en tant que duo parce qu'on était en équipe cette fois-là, mais vraiment se retrouver en 2019. Et repartir sur de bonnes bases pour en arriver aujourd'hui au premier résultat probant, on va dire. Et tu as évoqué que tu as été souvent blessé, donc ça a freiné aussi la progression. Est-ce que tu attribues les blessures, est-ce qu'il y a une relation entre la motivation, la surmotivation, la sous-motivation par rapport à ces blessures? Bonne question ça. Est-ce que je l'associe je dirais oui et non. Encore une fois, je reviens sur le fait que pour moi, j'étais conditionné à me dire que le travail était la réussite. Mais c'est vrai que pendant la période où j'étais vraiment pas bien, je me blessais pas. Mais j'étais pas performant. C'est vrai que j'ai une longue période où j'ai eu aucune blessure, mais j'étais nul. Donc ça veut dire que tu ne poussais pas à la machine en fait. J'avais l'impression, alors avec le recul, j'avais l'impression que mon corps ne se bridait. Se bridait, n'était plus capable de se libérer et d'aller en pleine, de se libérer à 100%. D'accord. Et donc certaines blessures sont apparues. Donc, ce qui fait qu'il y a un cercle vicieux un peu qui s'instaure. Et comment tu as fait pour t'en sortir? Parce que là, tu as performé 2022 oui. Et tu vois un changement dans ton approche par rapport à cette date-là où tu performes. Si tu fais un rétro-planning, il y a des choses qui ont changé. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit la préparation physique, la préparation mentale aussi. J'ai pris conscience aussi de la maturité. La maturité a fait que
j'ai pas mal évolué sur le plan mental et j'ai surtout accepté. J'ai surtout accepté le fait que j'étais pas le plus fort, que j'avais des faiblesses et qu'il fallait tout simplement jouer avec. Celle-là aussi, on peut l'aggraver. On a 2 grands principes de psychologie. Ça veut dire qu'avant tu te pensais invincible, tu pensais que tu n'avais pas de limite. Exactement, j'étais le jeune fougueux qui pensait qu'il ne pouvait rien lui arriver, que la route elle était droite et qu'il fallait juste travailler dur le plus possible, transpirer à la salle et tout allait filer. Et comment s'est opéré le changement de rapport à la performance? Le changement... Les changements que tu décris là. Le changement, j'ai eu la chance de côtoyer des gens et notamment une préparatrice mentale qui m'a fait réaliser, qui m'a fait prendre conscience de ça. Il y a aussi le fait que je suis tombé tellement bas psychologiquement que c'était soit je m'effondrais, soit je repartais. Donc j'ai décidé moi de repartir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout, le gros changement, c'est que j'ai accepté. J'ai accepté le fait que j'avais des faiblesses. Et à partir de là, j'ai mis des choses en place, je me suis rendu compte de pas mal de choses, notamment sur mon comportement, que ce soit en compétition, à l'entraînement, comment j'abordais les choses, comment j'abordais aussi l'entraînement. Tout ça réuni, il y a eu un gros bouleversement et de là ça a commencé à porter ses fruits. Et comment tu es capable de... Voilà, on a vu que tu étais au plus bas et c'était soit d'aller dans un sens ou dans l'autre. Tu as été capable de basculer dans le bon sens. Qu'est-ce qui a eu le petit plus qui, au fond de toi qui t'a permis d'aller du bon côté quoi. Donc, Après, encore une fois, pour moi, arrêter l'athlétisme, je vais aller loin dans ce que je dis, mais pour moi, arrêter l'athlétisme sans cette médaille, je pense que je l'aurais tellement mal vécu que je sais pas, ça serait resté en moi pendant tellement longtemps comme un échec. Donc je voulais absolument trouver une solution. Encore une fois, pour moi, arrêter, abandonner, c'était pas possible. Tant qu'il me restait encore une chance, il me restait de l'espoir. Il me restait encore de l'espoir. Donc moi, je voulais vraiment continuer. Donc il fallait trouver des solutions, mettre des choses en place, modifier certaines choses, forcément, parce que ça ne fonctionnait pas. Et cette fois-ci, ça a fonctionné. Et c'est quand tu t'es dit que tu étais sur la bonne voie en fait? Parce que tu vois, tu fais ta médaille sur le championnat d'Europe au mois d'août. Au mois de juillet, il y a les championnats du monde, tu n'es pas médaillé non plus. Mais du coup, est-ce que tu te dis à ce moment-là, je suis sur la bonne voie ou... Moi, dès l'hiver 2022, j'ai senti que j'étais sur la bonne voie. J'ai senti que, en fait, ça s'est vu que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Malheureusement, il y a eu beaucoup de sauts mordus cette saison. Autre point à régler. Mais tout de suite avec mon entraîneur, on a senti que j'étais de nouveau que j'avais ma carte à jouer. Et que ce soit à l'entraînement et surtout en compétition, que j'étais capable de réitérer des sauts de niveau international. Et tout de suite, on a compris que cette fois-ci, on avait mis les bonnes choses en place pour être performant en compétition. En termes de longueur de saut, quand tu es champion de France en 2017, oui. Tu sautes à 15 mètres et quelques, t'as dit 17 mètres 17. Et ta médaille de bronze, tu l'as fait à quel 16 mètres 94. D'accord, donc tu avais déjà le niveau en 2017. Oui. Donc c'est pas un problème technique, c'est pas un problème de maturité technique, puisque je me disais quand tu as démarré assez tard, oui. Donc à 19 ans en gros tu disais, oui. Tu es médaillé au niveau international à 27 ans, oui. Donc il faut 8 ans.
Je me dis, mettre 8 ans pour avoir une médaille au niveau international, c'est peut-être pas tant que ça. Sauf que toi, tu avais déjà le niveau pour être, en termes de perf, déjà bien avant, quoi. Effectivement, si on prend, si on prend le contexte, donc les différentes compétitions internationales que j'ai pu faire, clairement, ça a été une succession d'échecs. Que ce soit les championnats d'Europe junior, mon premier championnat où potentiellement j'étais top 3 européen, je me fais éliminer en qualification. Championnat d'Europe espoir en Estonie, top 3 pareil, éliminé en qualification. On arrive en 2017 où je bats mon record 17 mètres 13. Là à ce moment-là je fais 6e alors que j'avais potentiellement la place en termes de performance pour aller sur le podium au championnat d'Europe. Le podium se joue à 17 mètres 19 au championnat du monde en 2017. Je réalise 17 mètres 13 3 ou 4 fois dans la saison et je fais 16 mètres 75 le jour du championnat et la médaille était à 17 mètres 19. Donc encore une fois il y avait un problème psychologique, un problème mental sur les grands championnats qu'il a fallu régler pour pouvoir passer le cap. Peut-être as-tu été performant trop tôt par rapport à ton apprentissage de la discipline. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette remarque, c'est une question, hein, j'ai pas d'avis là-dessus. Pour moi non. Pour moi non. La seule chose que j'aurais dû modifier, c'est d'accepter le fait que j'avais des faiblesses et qu'il fallait travailler dessus. Justement, je voulais revenir un peu sur début de ta carrière. Moi, j'aime bien m'intéresser aux athlètes et comprendre ce qui les a motivés au début de commencer la discipline. Parce que je trouve que finalement, mon expérience en tant qu'entraîneur, même en tant que grand champion senior, des fois, les origines sont essentielles. Et aujourd'hui, je voulais comprendre ce qui t'a motivé à commencer le triple saut, la clé, et ce qui t'anime aujourd'hui à faire cette discipline et voir comment tu l'as retranscrit sur une compétition type championnat d'Europe à Munich. Alors, pourquoi j'ai commencé le triple saut? Il faut savoir que j'ai commencé l'athlétisme très tôt, parce qu'à la base, déjà, moi, je ne voulais pas faire d'athlétisme. Mais étant donné que mon grand frère et ma grande sœur faisaient de l'athlétisme, ça arrangeait mes parents de tous nous amener au même endroit le mercredi après-midi. Donc, j'ai commencé l'athlétisme à 6-7 ans. J'avais fait toutes les disciplines, comme on fait au début, mais sauf le triple saut. Donc il s'est passé tant de temps et un jour je regarde les championnats d'Europe en 2012 à Bercy, 2012-2010 à Bercy, en France, et je vois Teddy Tango battre le record du monde, 17 mètres 92, et j'étais ébahi. J'ai dit waouh, c'est beau, je veux faire ça, tout simplement. Et donc j'en ai parlé à mon entraîneur. Et en fait, je venais de revenir dans l'athlétisme et j'avais fait médaille de bronze au championnat de France junior. Et du coup, mon entraîneur on était content de ça, mais l'année d'après, je lui dis écoute, je viens de voir le triple saut, j'aimerais bien essayer. Il me dit non, là tu viens de revenir, tu fais déjà une médaille au championnat de France, c'est bien, mais il faut continuer, là tu vas te disperser. Il revient vers moi à la fin de l'entraînement, il dit écoute, si tu veux on va faire un concours et comme ça te fait plaisir en début de saison et après on passe à autre chose. Et sur ce fameux premier concours, je réalise la meilleure performance junior de la saison, qui m'ouvre les portes de l'équipe de France et de là on a dit bon, on va peut-être faire du triple saut. Donc c'est voilà, mais qu'est-ce qui justement qui t'a attiré, qui t'a donné envie, en voyant Teddy, au-delà de qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te... Le simple fait de voler, de planer, hein. Le triple saut c'est ça, hein, il faut quand même une part de folie parce que on court entre 10 et 11 mètres par seconde et après ça il faut réaliser un saut, puis un deuxième, puis un troisième. Donc cette
folie de se dire eh ben, je me lance avec le plus de vitesse possible et j'essaye de décoller et d'atterrir le plus loin possible. Vraiment cette envie de voler, de planer le plus loin possible. Et justement, dans les moments un peu fragiles et les moments forts, est-ce que tu avais perdu cette sensation, cette folie, cette sensation de vol? Est-ce que tu l'as retrouvée? Non, hein, mais est-ce que tu as réussi à retrouver cette sensation et cette folie? Alors, forcément, quand j'ai recommencé à faire de belles performances, et même que ce soit à l'entraînement ou en compétition, de nouveau, j'ai pris du plaisir. Forcément, les temps de saut sont plus importants. On arrive avec plus de vitesse, donc forcément, on va plus loin. Donc oui, il y a eu tout de suite de nouveau du plaisir, de l'envie de retourner aussi en musculation pour progresser, pour le retranscrire sur la piste. Donc effectivement, il y a eu tout de suite un effet positif dans l'ensemble de la préparation de la compétition. Je voudrais raccrocher par rapport à ce que tu as dit. Tu as été séduit ou même plus que ça par rapport à la sensation de vol et puis le plaisir de faire. Donc on pourrait raccrocher ça à la motivation intrinsèque. C'est ça qui t'a motivé en premier, plus qu'être champion d'Europe. Après, on pense là, à la motivation extrinsèque. Et donc cette motivation intrinsèque, on sent qu'elle est ancrée en toi, puisque tu parles souvent de plaisir, tu parles souvent de vol. Hein, c'est quand même... bon, on s'imagine, on l'a jamais vécu, mais c'est sûr que ça doit être plaisant. Et par rapport à cette motivation donc, qui est interne, hein, de maîtrise de ton corps qui se lance et qui vole, comment tu places la motivation extrinsèque? Donc la montée sur la boîte, parce que c'est quand même une référence, monter sur la boîte, tu dis, si je n'étais pas arrivé à monter sur la boîte, j'aurais été déçu toute ma vie. Donc on voit bien qu'il y a deux pôles. Et comment tu les places, ces deux pôles? Comment je les place? Je dirais que la motivation intrinsèque, elle doit être le moteur de base. C'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous donne envie de progresser jour après jour. Et puis après, il y a l'objectif de monter sur un podium ou de réaliser une performance ou de gagner un meeting, où là ça doit pour moi en tout cas venir dans un second temps. Mais je sais qu'il y a des athlètes qui réfléchissent différemment, qui sont eux focalisés sur le résultat. Et pour eux, ce qui les motive plus, c'est la motivation extrinsèque. Et moi, je suis plus sur la motivation intrinsèque où moi, ce qui me motive, c'est de me sentir progresser. De toute façon, s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'il y aurait eu des difficultés à maintenir la pratique, forcément. Exactement. Alors moi, je voulais demander à Sébastien, par rapport à justement à cette différence entre l'aspect intrinsèque et extrinsèque, qu'est-ce qui le motive lui plus en tant qu'entraîneur, dans sa position d'entraîneur? Alors déjà, je voulais revenir sur 2-3 choses parce que il se rappelle pas de tout vraiment, le petit. et du coup, déjà en 2017, c'est un semi-échec parce qu'il arrive avec une contusion osseuse à la cheville. Donc la médaille, il peut en rêver, mais il peut jamais l'avoir. Hein. Donc il s'en sort 8e des championnats du monde, chose qui est quand même un peu au-dessus de 3e au championnat d'Europe. Je tiens à le souligner aussi. Pour l'athlétisme, en tout cas, c'est peut-être pas le cas dans tous les sports, mais en tout cas dans l'athlétisme, 8e au championnat du monde a plus de valeur que 3e au championnat d'Europe. Et donc ouais, il arrive avec une contusion osseuse au championnat du monde. Il se sort des qualifs et finit 8e, alors que ça aurait très bien pu s'arrêter au premier saut. Et par contre, par rapport à la motivation et par rapport au plan mental,
Ce jour-là, il s'est juste retrouvé au pied du mur, et en fait, c'est ça qui a un peu caché. C'était l'arbre qui cachait la forêt, et qu'on a payé en 2018, où il aurait pu avoir le titre de champion d'Europe, et qui a fait que on a sous-estimé un peu le plan mental, en fait, dans la performance, à cette époque-là. Moi, j'étais jeune entraîneur de haut niveau, au final, parce que je découvrais aussi tout ce monde-là, en même temps que lui, hein, tout ce qu'il a découvert, je l'ai découvert en même temps que lui. Donc du coup, il y avait déjà cet aspect-là sur lequel je voulais intervenir. Après, sur le plan de la motivation, elle est venue au fil du temps parce qu'il progressait et que au fur et à mesure les portes s'ouvrent en fait. Parce que entre 15 mètres et 17 mètres 50, il y a un chemin, et le chemin, il faut le parcourir d'abord. Avant de penser à une médaille, c'est pas quand on fait 15 mètres qu'on pense à une médaille internationale senior. Donc du coup, il y a déjà un chemin à parcourir, et le fait que le chemin ait presque été parcouru de façon linéaire jusqu'en 2017, il aurait été linéaire si la perf avait eu lieu en 2016. Les 17 mètres 13. Et donc c'est là qu'après on commence à songer à voir plus loin, je pense. Mais avant ça, oui, il y a eu des caps à passer, des étapes à franchir, et le truc c'est qu'elles ont été franchies grâce à son travail de façon assez facile, quoi. Mais donc on peut dire que vous êtes assez accordé sur ce côté-là, c'est-à-dire d'abord on saute loin et après on réfléchit à la place sur le podium. Je vois pas comment on peut faire autrement, sinon on met la charrue avant les bœufs quand même. Hein. C'est un point de vue, on peut le voir différemment. Moi, de mon point de vue, je ne vais pas vendre une médaille de champion du monde à quelqu'un qui arrive et qui fait 15 mètres au triple saut, quoi. Ça serait fou, même si je pense qu'il a du potentiel et qu'il peut devenir très bon, il faut d'abord quand même devenir très bon. Parce qu'après, il y a tout un aspect mental, maintenant on le sait, on l'a appris. Il y a quand même tout un aspect mental à travailler pour aussi pouvoir aller la chercher, la médaille, et peut-être même des fois accepter de se dire qu'on peut aller la chercher, parce qu'on peut avoir le potentiel physique et sur le plan de performance, et il peut traîner dans un peu de la tête de l'athlète des pensées à se refuser d'y accéder aussi, quoi. Donc du coup, ouais, je pense qu'il y a le chemin à parcourir et l'apprentissage à faire, et l'apprentissage du haut niveau, du très haut niveau à faire avant de se dire je vais être champion olympique. Oui. De mon point de vue, en tout cas. Déjà, je voudrais rappeler aux auditeurs, s'ils veulent poser des questions, ils passent par le chat, hein, et on va y répondre. On s'est donné comme directive de répondre aux questions qui seraient posées. Moi, je voudrais te poser une question, Sébastien. Est-ce que dans cette période on va dire de progression, est-ce que, et puis même quand il y avait quand même les résultats à 8e au championnat du monde, est-ce que dans ton entraînement, tu tiens compte du profil un peu particulier qui est dans la motivation et intrinsèque, c'est-à-dire à vouloir maîtriser, à avoir des sensations, à avoir, il a expliqué la sensation du vol, la sensation de plaisir. Est-ce que dans ton entraînement, est-ce que tu as des exercices particuliers par rapport à lui? Je suppose que tu dois peut-être entraîner d'autres athlètes pour aller développer chez lui des aptitudes à progresser, mais en utilisant cette motivation-là, ce type de motivation-là. Disons que les exercices ils sont plutôt associés à son physique qui est particulier pour la discipline, et qui du coup ramène vers ce qui le fait vibrer, parce que quand on fait sa taille et son poids et qu'on a
arrive, je sais pas, je donne un exemple, par exemple sur un cloche-pied. Auparavant, ces cloche-pieds faisaient aux alentours de 5,70 m, 5,90 m. Quant à ce jour, le cloche-pied, donc le premier saut du triple, fait 6,50 m. Ça change de suite, les sensations, quoi. Donc sans forcément se baser sur cette motivation-là, qu'on ne connaissait pas forcément à cette époque-là non plus, hein. Rien qu'en étant sur un entraînement avec son type de profil, ça a mené dans ce qu'il aimait obligatoirement. Et comment tu le vis, toi, à l'entraînement? Est-ce que tu recherches les exercices? Parce que je suppose qu'il y a des gammes athlétiques, il y a plein de choses qui sont plutôt en appui, etc., pas en vol, mais est-ce que toi, tu as plus une aptitude ou une envie d'aller vers des exercices qui portent à ce genre de sensations ou de... Ah bah oui, hein, concrètement, moi, ma qualité au triple saut, c'est la pliométrie, c'est ma capacité à rebondir. Et comme le disait Sébastien, étant donné que c'est ce qui me caractérise au triple saut, quand on arrive en période de compétition, que ce soit pour me mettre en confiance ou pour me motiver, entre guillemets, parce que quand on arrive en période de compétition, généralement, la motivation elle est au sommet. Mais pour que je sois dans les meilleures conditions, il met en place des entraînements basés sur la pliométrie, sur le rebond. Donc forcément, moi, ça me convient parfaitement. Alors moi j'aimerais envoyer la question aux autres participants, parce que bon, vous questionnez c'est bien, mais on veut bien avoir vos avis également. Est-ce que ces composantes-là, vous en tenez compte dans l'entraînement? On a parlé de motivation intrinsèque, extrinsèque. Dans la motivation intrinsèque, on a vu apparaître la motivation à l'accomplissement, donc réussir techniquement, à la sensation sûrement aussi, à la stimulation. Donc est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que vous en faites quelque chose de ça? Alors en tant qu'entraîneur, je n'avais pas spécialement pris conscience, en tout cas avoir conscience de ça, mais aujourd'hui en tout cas sur ma nouvelle position en tant que conseiller optimisation de la perf, je suis chargé en tout cas de gérer les entretiens des athlètes, de cerner en tout cas les projets de performance. Et je commence souvent les entretiens maintenant par ça. Pour moi, c'est essentiel de comprendre ce qui anime au plus profond l'athlète dans sa pratique. Parce que vis-à-vis de la fédération, il faut déjà le comprendre et le respecter avant tout. Donc ce qu'on peut mettre en place, il faut que ça respecte absolument cette démarche-là. Donc aujourd'hui, oui, les entretiens, je les commence par ça. C'est la question que tu as posée à peu près, ouais. Mais je je prépare son futur entretien. Mais oui, c'est essentiel. Je prends toujours les deux oppositions, c'est la motivation par la confrontation, la motivation par le résultat de la performance. Et voilà, c'est deux notions qui peuvent se nuancer. Et justement, si un entraîneur parle de performance alors que l'athlète est motivé plus par la confrontation, c'est peut-être pas quelque chose qui va faire un lien et orienter sa motivation profonde. Donc c'est essentiel de le comprendre et à partir de là, on peut en tout cas parler le même langage. Mais rétrospectivement, si tu y repenses, est-ce que il n'y avait pas ça déjà quand tu entraînais? C'est-à-dire sans l'avoir pensé, mais de manière plus intuitive. L'inconscient compétent, non, mais le fait justement de proposer dans l'ensemble des exercices des choses qui viennent pile appuyer sur ce qui est très motivant pour la personne que tu accompagnes, que tu coaches. Oui, après c'est toujours aussi l'équilibre entre le métier d'entraîneur. Il y a aussi l'exigence de la performance où des fois il y a des choses qui sont imposées et il faut aussi y aller. Mais c'est sûr plus on se rapproche de la compétition, j'essaie en tout cas de retourner au maximum ou en tout cas de trouver l'équilibre qui fait la réussite de l'athlète. Donc ça, je pense que j'y allais assez naturellement.
Après, c'est voilà, dans la façon de... Voilà, c'est un ensemble, c'est cerner l'athlète, ce qui est source de motivation, sa forme en tout cas, est-ce qu'il a besoin d'être plutôt accompagné, dirigé, est-ce qu'il a besoin d'être libéré, en tout cas en forme plus démocratique. Voilà, ça me paraît essentiel, et ça c'est une source en tout cas pour avoir un bon langage vis-à-vis d'un athlète. Moi, en rétrospectivement, puisque j'entraîne plus depuis pas mal de temps, mais je tenais compte de ces deux pôles, on a un peu schématisé, mais extrinsèque et intrinsèque, soit d'une manière globale. J'animais un pôle France à Besançon, donc en hiver, vous pouvez vous imaginer ce que ça peut donner sur l'eau, avec la bise qui arrive du nord, et donc quand on s'entraîne le soir ou le matin ou même dans la journée des fois, ça gèle, les mains gèlent, sur la pagaie il y a de la glace, et donc là c'est difficile de trouver du plaisir à naviguer. Malgré tout il fallait faire une séance voire 2 séances par jour, et donc là je faisais vibrer un peu la corde. Vous savez pourquoi vous êtes là, c'est que au mois de juillet, en plein soleil, à Atlanta ou à Sydney, vous bénéficierez du travail que vous avez fait là, maintenant. Et ce travail, même si le plaisir de la trajectoire, de la glisse, des sensations ne sont pas là, voilà. Bon, je faisais vibrer ça parce que c'était très dur physiquement. L'entraîneur aussi, assis sur le rocher, c'était dur, mais beaucoup plus pour eux encore. Donc le recentrage sur les objectifs. Recentrage sur les objectifs, voilà. Et oublier, ou faire passer l'onglet à travers cet objectif-là. Et j'ai une autre facette, c'est qu'on donne une consigne générale. Tout le monde le fait, les entraîneurs, surtout quand il y a plusieurs athlètes à entraîner. Il y a une consigne générale, et systématiquement, ma particularité, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui le font, c'est d'avoir des sous-objectifs. Et ces sous-objectifs, souvent, ils étaient liés. Alors, on a connu Patrice Estanguet, qui est intervenu là comme grand témoin il y a quelques temps avec nous. Lui, il est très lié à la sensation, et donc j'ai pas besoin de lui parler de classement pendant l'entraînement ou de... lui, en sous-objectif, j'étais sur la glisse, sur l'allègement, sur la pagaie, et je lui demandais donc, bien toi, entre telle porte et telle porte, tu vas travailler cette sensation et tu vas me... Voilà. Alors que d'autres, c'était plus dans la maîtrise de la construction. Donc c'était... tu vas essayer de me décrypter tout ce qui va se passer, les actions qui vont s'enchaîner, etc. Et tu vas me les redire après. Et d'autres, c'était carrément le classement. Eux, il n'y a que le chrono qui comptait. Donc, objectif, ce matin, c'est que tu aies au moins 3 top chronos. Et ça lui suffisait. Donc, là, je faisais vraiment une personnalisation de l'entraînement pour que chacun se retrouve avec sa petite motivation, même si c'était une séance aérobie globale avec une demi-heure, avec bien sûr des timings à respecter, quoi. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la personnalisation et le côté intrinsèque, extrinsèque et objectif. Du coup, en fonction du profil de l'athlète, t'adapter ton discours et t'adapter le discours que tu allais avoir à l'athlète pour qu'il soit le plus performant possible dans cette séance, étant donné que c'était dans un contexte difficile. Ouais. Donc là, c'est un exemple sur une séance, mais en préparation de compétition aussi, parce que on retrouve, alors, je vais faire très attention par rapport à la codification et je voulais pas enfermer les gens dans des... Je dis, il n'y a pas que des extrinsèques et des intrinsèques. Je pense qu'il y a, comme tu l'as dit toi, puisque à des moments tu es beaucoup plus sur tes sensations, etc. Et puis à un moment donné, le jour de la course ou à l'approche de la course, tu es sur
l'objectif de performance, etc. Mais je pense qu'on est quand même, j'ai en tête encore une autre personne qui est la championne olympique en canoë, Émilie Fer à Londres, qui est foncièrement pas sur le résultat. Elle est sur la maîtrise, sur son propre fonctionnement. Et si on lui dit tu vas toutes me les bouffer, celle-ci, elle te regarde et puis elle te dit non mais non, Ça moi, m'intéresse pas. ça m'intéresse pas ça. Moi, je veux réussir mon contrat, je veux passer de la porte 3 à la porte 4 en 3 appuis, ensuite je voudrais alléger mon bateau, et si je réalise ça, je vais gagner. Ouais. Mais si tu me dis défonce-les toutes, ça ne marchera pas. Et des entraîneurs se sont cassés les dents, parce qu'il y a des gens qui Ils voilà. n'ont pas cerné le profil Voilà. de l'athlète et ce qui était transcendant pour eux. Voilà, alors moi je ne veux pas caricaturer non plus, j'ai pris ton exemple, mais Émilie bien sûr aussi, qu'elle voulait gagner, mais au tréfonds d'elle, son référentiel c'était sa maîtrise interne, son autoréalisation, et pas vouloir gagner à tout prix. Je voulais réagir. Est-ce que toi, au plus profond de toi, t'es plus à l'aise dans un domaine ou un autre, et comment dans l'autre domaine, est-ce que tu te sentais compétent, et est-ce que ça restait naturel quand même? Moi, j'ai travaillé sur moi parce que moi je suis plutôt un extrinsèque compétiteur, monté sur la boîte et depuis l'hiver jusqu'à comme ça. Quand il y en a qui me double sur ma piste cyclable, il faut que je l'accroche. Si je peux le doubler, je suis content. On soigne, mais c'est difficile. Mais j'ai travaillé pour être bien dans l'autre fonctionnement. Et à force de travail, j'ai réussi à être plutôt naturel, même dans l'autre fonctionnement. C'est-à-dire le travail? Le travail avec des psychologues, le travail avec des coachs qui me filmaient, qui me mettaient en auto-confrontation avec ma propre image et qui me faisaient travailler par rapport à l'attitude que j'avais, par rapport à... Donc c'est pas simple, parce que tout de suite il y a les vieux relents et peut-être que si j'avais pas été bien accompagné, j'ai jamais entraîné Émilie Fer, mais j'aurais été mauvais avec Émilie Fer, parce que j'aurais été le bourrin de première. Mais bon, donc ça, assez tôt, je m'en suis aperçu parce que quelques athlètes m'ont remis en place. Quand j'étais encore CTR et je travaillais au niveau régional, déjà, il y avait des gens qui ne supportaient pas mon mode de fonctionnement. Et bon, j'étais jeune CTR vers 22 ans, 23 ans, boum. Et puis quand c'est un jeune de 17-18 ans, tu dis, bon, là, sûrement que je ne fais pas bien les choses, quoi. Et donc, voilà. Mais c'est intéressant, de fait, de comprendre, en fait, comment l'orientation motivationnelle des personnes qu'on entraîne est faite. Enfin, c'est riche aussi. Ah oui, bien sûr, mais moi, ça m'a passionné. C'est pour ça que je me retrouve dans ces mémentos. Et puis, je l'ai bien dit, essayer de développer chez les gens ça fait partie de la perf, tu l'as bien dit, et puis Sébastien l'a dit aussi, il y avait un problème mental. Bon, les problèmes mentaux, il ne faut pas les mettre de côté, il faut comme tu as fait, il faut les prendre à bras le corps, et puis il faut les traiter. Tu as travaillé avec une psychologue, c'est pas déshonorant, et bon, voilà, voilà. Non, mais... Bien au contraire. Ben oui, voilà, et je pense que ça fait partie de la perf. Il y en a qui n'en ont pas besoin, c'est pas obligatoire non plus. Il y en a qui n'ont jamais vu et qui sont champions olympiques sans avoir de psychologue ou de coach. Voilà. Mais c'est pas déshonorant d'aller voir comme on voit un préparateur physique et puis comme on travaille avec son entraîneur. Enfin, bon, moi, ça me paraît naturel. Là, je voulais peut-être rebondir sur un autre sujet, mais ça va questionner à la fois Jean-Marc. D'expérience, j'ai eu un athlète aussi qui a fait une médaille internationale assez tard. Peut-être qu'il était justement cette motivation plutôt intrinsèque et finalement de cette médaille lui a donné goût à la médaille et finalement est revenu un peu dans ses travers. Aujourd'hui, comment tu sécurises cette capacité-là que tu as eue à faire une médaille, à respecter le chemin que tu t'es donné? Justement, je me suis posé cette question.
maintenant que j'ai cette médaille, de ne pas retomber dans l'ancien Jean-Marc qui misait tout sur le travail et et ce système en plus ne fonctionnait pas. Donc concrètement, j'ai la chance d'avoir un staff autour de moi qui s'attelle justement à verrouiller entre guillemets le nouveau Jean-Marc. Mais je pense que j'ai tiré les leçons de ces années-là, que j'ai mis pas mal de choses en place et qui justement se sont maintenant intégrées dans mon fonctionnement, qui font que je suis plutôt serein sur le futur. Seb, comment tu sécurises toi, de ton côté du coup? Faut être sur son dos tout le temps, hein. Parce qu'on a vu qu'en lui laissant trop de liberté à l'époque, par la force des choses, de la situation, le fait qu'il ait trop de liberté, c'est un grand cérébral, donc il faut l'empêcher de trop réfléchir. Voilà. Et vu que la situation est en train de changer, et que là on va pouvoir faire un vrai suivi de très haut niveau, on va s'atteler à ce que justement s'atteler et surveiller et maintenir le cap jusqu'à Paris, quoi. Quels sont les nouveaux objectifs? C'est quoi maintenant? C'est une longueur? C'est un record du monde? Ou c'est un classement au niveau mondial? Moi, c'est de nouvelles médailles, hein. Les sensations que j'ai pu avoir bon, porter le maillot, c'est toujours un honneur, une fierté, mais d'avoir ce drapeau, de faire le tour du stade, de monter sur la boîte, de récolter ma médaille, c'était juste incroyable et je veux revivre des moments comme ça. Donc forcément, maintenant que je l'ai vécu, j'ai une motivation, j'ai un stock de motivation énorme pour pouvoir affronter la préparation qui est difficile à l'heure actuelle. Mais c'est normal, c'est la période qui le veut. Mais les objectifs, c'est d'aller en chercher une autre, puis une autre, puis une autre. Encore et encore, jusqu'à Paris en tout cas dans un premier temps. Donc comme Pierre te faisait remarquer tout à l'heure, la motivation là, c'est la motivation de la médaille. Exactement. La médaille, c'est toujours du côté du regard de l'autre. C'est toujours du côté du classement les uns par rapport aux autres. Et en même temps, tu parlais de sensations, quand tu fais le tour du stade avec le drapeau, qu'il y a tous les gens qui te regardent, qui t'acclament, ça doit aussi provoquer beaucoup de sensations. Certes, c'était un bon moment et sur lequel j'ai eu la chance de profiter, mais j'ai surtout pensé à toutes les années où c'était difficile. C'était pas forcément un moment où je l'ai partagé avec le public, c'était plus un moment où ça a eu du sens. Il y a eu un long parcours, il a été compliqué, mais enfin, tout ça a eu du sens et j'ai pas fait tout ça pour rien, entre guillemets. Jean-Marc, on a une petite question d'un internaute là, Mathieu, donc bonsoir. Comment du coup vous définissez vous, enfin je pense plus là, les entraîneurs, et prenez-vous en compte le profil de personnalité de l'athlète dans vos contenus d'entraînement? Moi, si je dis juste un mot en tant qu'athlète, comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Pour moi, il faut partir de là. On part du profil de l'athlète, que ce soit sur ses qualités physiques pour la préparation physique, mais aussi de son profil mental, pour pouvoir, comme on en a discuté tout à l'heure, savoir quoi lui dire quand c'est plus compliqué. Quand c'est plus dur d'aller s'entraîner, quand la motivation n'est plus là, mais on remet son moteur, ce qui lui a donné envie de commencer l'athlète, on joue sur ça pour pouvoir le motiver et qu'il puisse suivre
suivre le chemin et continuer à progresser. Si je peux répondre, du coup, bien c'est sûr. vrai que j'ai pas. En fait, moi, donc c'était le cyclisme sur piste. J'avais des personnalités complètement différentes, où j'avais un Grenier Bougé, lui qui était à l'approche des compètes, il n'y avait pas besoin de me rassurer plus que ça, et j'avais d'autres coureurs qui avaient besoin, eux, de se rassurer, mais par la motivation intrinsèque, justement d'avoir des sensations. Alors moi, ce que je proposais, c'était dans leur planification d'entraînement, de mettre des trous dans la semaine, en fait, et c'était eux qui complétaient l'entraînement qu'ils voulaient faire. Bon, après, bien entendu, avec les thématiques qui étaient induites derrière, en fait. Mais du coup, ça permettait que l'athlète puisse prendre du plaisir dans cet exercice. En général, il choisissait des sprints à la moto parce que ça allait vite, parce qu'il avait des sensations de vitesse, ou des sprints lactiques pour certains, parce que voilà, c'était leur profil. Et du coup, ça permettait de prendre en compte un peu leur personnalité et leur envie en fait, du moment à l'approche des compètes. C'est vrai que dans les périodes loin de la compète, sur ça, il y a quand même un peu comme Bertrand, des points de passage un peu obligés en fait. Donc du coup je prenais moins en compte, mais à l'approche des compètes pour justement faire baisser un peu le niveau de stress, voilà, c'était une proposition qu'on s'était faite entre nous de pouvoir avoir des blancs comme ça dans l'entraînement où c'était eux qui complétaient. Et ça fait en plus d'une pierre deux coups parce qu'à la fois ça vient nourrir le type de motivation qui leur convient le plus et ça leur permet aussi d'être en responsabilité, en autonomie, ce qui est aussi un facteur motivationnel. Donc en fait c'est très efficient comme méthode au final. Non, après moi là-dessus, en tout cas d'expérience sur les contenus, bon déjà moi je me suis souvent enrichi des athlètes. Bon, j'ai eu la chance d'entraîner Kevin Mayer et c'est vrai qu'il lui il m'a beaucoup apporté sur ce côté-là où c'est de comprendre en tout cas ce qui fait sa réussite et c'était voilà, que je parle son langage et que ce soit pas lui qui s'adapte au mien. Donc on était beaucoup sur des sensations d'intention, donc c'était essayer de une sorte de place d'empathie où en tout cas je me prenais sa place et j'essayais de vivre ce qu'il pouvait ressentir avec voilà, le parcours que j'avais pu avoir, mais c'était voilà, toujours essayer de sentir ce qu'il pouvait ressentir pour essayer d'adapter encore une fois mes contenus d'entraînement et d'affiner en tout cas mon travail vis-à-vis d'un athlète comme lui. Après, de l'erreur que j'ai pu faire aussi, c'est de prendre ça comme un modèle et de le reproduire, et forcément c'est pas adapté à tout le monde. Donc encore une fois, voilà, chacun a son profil ou des étapes pour y arriver. J'ai eu une autre athlète de très haut niveau avec qui j'ai voulu aller peut-être trop vite dans ce sens-là, et il faut, je pense, que ce soit des athlètes qui aient des bases assez solides avant de pouvoir aller vers quelque chose de plus individuel, plus dans la sensation et dans le respect de ce qu'il est, avant de chercher tout de suite à s'adapter à la personne. Donc voilà, ça se programme aussi sur une carrière où voilà, avant d'aller vraiment tout de suite dans l'individualisation, il y a aussi des bases, des fondamentaux à respecter que j'ai pu développer aussi avec certains. Je sais pas si Pierre, tu veux... Oui. Pour répondre à la question, et là je vais me placer vraiment sur les plus jeunes, qui ne font pas encore du haut niveau, mais je pense qu'il est possible, et c'est quand même intéressant d'aller essayer de décrypter ce qu'ils ont envie, les enfants, les pré-ados, les ados, par rapport à leur pratique. Et je pense que c'est important que l'entraîneur prenne le temps d'analyser, et très rapidement on s'aperçoit qu'il y en a qui sont là pour se dépenser. Donc eux, si on leur donne 15 minutes de consigne à attendre comme ça, eux ils ont besoin de se dépenser. Il y en a d'autres qui sont dans la maîtrise et qui ne se sentent bien que lorsqu'ils vont pouvoir construire quelque chose par rapport à mais quelque chose de simple dans leur apprentissage, quel que soit le sport. Il y en a qui sont là pour se confronter, parce que voilà, et eux ils vont attendre le moment où il va y avoir le match avec les autres, ou le chrono, ou voilà. Et puis il y en a d'autres, c'est le plaisir d'être avec les copains, d'accord. Et ça, si on se pose la question quand on a au bout d'un mois qu'on est dans le club, et puis je pense qu'on arrive à décrypter ça, et
en tout cas moi, j'ai été entraîneur de club très jeune, à 17 ans. J'ai assez vite compris ça, et puis mes partenaires d'entraînement après aussi, puisque j'étais aussi athlète de haut niveau, mais dans notre construction, ça en fait partie. Et donc, pour répondre, oui, effectivement, moi j'ai toujours été quand même objectivé par rapport à ça, et je pense que maintenant, je conseille même aux entraîneurs de clubs, de ligues, d'arriver à sentir ça, et puis de donner, on va appeler ça des objectifs personnalisés, mais même pas, c'est du dollar psychologique, si on peut, ou de l'euro psychologique, pour que quand il vient à l'entraînement, il se retrouve quelque part dans ses préférences. Donc si c'est se dépenser, ben, il y en a un qui va en faire plus, ou je vais lui proposer d'en faire plus que les autres. Et puis lui, il aura besoin de ça. Si la maîtrise, eh bien, à l'autre, même si c'est compliqué à faire parce qu'ils sont nombreux, mais d'arriver à lui proposer quelque chose où il aura l'impression d'avoir construit quelque chose. La confrontation, bon, mais ça, un petit moment où tout le monde se chronomètre, même ceux qui n'aiment pas ça, ben, ils vont le faire, puis celui qui aime ça, eh ben, il va pouvoir voilà, même s'il en prend, hein, mais voilà, et le plaisir de retrouver aussi, bon, ben, trouver des jeux, des choses comme ça, et je pense qu'il faut réussir à satisfaire tout le monde dans la mesure du possible, en répondant au profil qu'on arrive à détecter, mais sans faire de la haute psychologie, sans faire passer les tests de profil, etc. Hein, ça se fait, si on se penche, je pense qu'on y arrive assez facilement. Donc du coup, j'ai une question de Laurent pour Jean-Marc. Dans l'idée d'accepter d'avoir des faiblesses, tu t'es tourné vers des séances de développement personnel, ou est-ce uniquement l'expérience qui t'a petit à petit permis de mieux apprendre sur toi, de peut-être mieux apprécier tes motivations profondes, et ainsi mieux orienter la qualité de tes entraînements ou l'approche des grands rendez-vous? Alors oui, je ne l'ai pas fait par expérience, hein, je me suis fait aider par ma préparatrice mentale, où on a mis toutes sortes de séances justement pour connaître mes motivations profondes, pourquoi je m'entraînais, quelles étaient mes motivations profondes. Donc ça s'est fait sur même plusieurs séances, plusieurs années, pour les comprendre, les assimiler et en faire quelque chose. On n'a pas sollicité Sébastien sur la partie plus entraînement et motivation, en fait. On pose lui la question. Sébastien? Ouais, du coup, voilà, c'est la question précédente, hein, c'est ça? Ouais. Comme vous disiez, Bertrand, et j'ai plus Pierre. le prénom, Pierre. la demoiselle à droite. Clara. Voilà, pardon. Et voilà, sur la phase de préparation, il n'y a jamais eu trop de soucis. Jean-Marc étant dans l'idée de travail, etc. On lui amène de quoi travailler, il était content. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Après, dans les phases plus proches, dans les phases spécifiques, plus proches de la compétition, auparavant, on a toujours été... moi, j'ai toujours cherché... je parle par rapport à lui, parce qu'à ce niveau-là, j'ai eu que lui. Hein. Toujours chercher et réfléchi à qu'est-ce qui va lui faire le plus plaisir, qu'est-ce qui va lui apporter le plus de satisfaction à la fin de la séance pour être le plus libéré psychologiquement à l'issue de ça. Tout en ayant besoin de certaines prérequis techniques liées à la spécialité. Quoi. Voilà. Donc que ce soit sur des séances de saut, les orienter, pas forcément faire du triple saut complet, mais les orienter sur certains points forts qu'il a, mais où il y a des petits déficits, et aller chercher à gratter sur les petits déficits tout en ce que lui puisse se faire plaisir sur ces choses-là. Et puis là, sur cette année, depuis cette année, pas l'an dernier, mais depuis cette année, on est un peu plus sur l'idée, bon, il a pris de la bouteille, et depuis, il a sur ses 29 ans, donc
ce dont ils auraient besoin sur la période des 4-5 jours avant compète, de ce qui de ce qu'il a envie de faire. Voilà. Philippe, un petit Oui, retour, une précision importante de mon point de vue, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, mais je voudrais appuyer là-dessus. C'est tentant, quand on parle de personnalité des sportifs, de donner à penser que dans les profils, il y a des profils qui sont plus du côté de la sensation et d'autres qui sont plus du côté donc de la représentation, c'est-à-dire du regard de l'autre, donc la motivation extrinsèque. Et là, depuis 25 ans, je travaille au CREPS avec les sportifs et les entraîneurs. Je m'aperçois qu'il y a toujours les deux, en fait. Tout le temps les deux, sauf qu'il y en a toujours un qui domine par rapport à l'autre. Hein, et quand tu parlais tout à l'heure, Pierre, d'Émilie, je crois, elle, sa façon de la toucher, de l'intéresser, de la faire travailler, c'est la sensation. N'empêche que si elle fait de la compétition, c'est pour gagner. C'est-à-dire que la victoire l'intéresse aussi. Et donc, il me semble qu'en tant qu'entraîneur, c'est important d'arriver à repérer, quand on parle de personnalité, la partie qui domine, sachant qu'il y aura quand même les deux de présentes, et puis de voir aussi l'articulation de ces deux parties. Puisqu'à certains moments, il faut appuyer sur une pédale, et puis à un autre moment, il faut appuyer sur une autre. c'est exactement ça. Et dans ce repérage, pour les entraîneurs, du côté de la motivation intrinsèque, des mots qui reviennent souvent, ou dans le repérage, ça peut être le plaisir du geste, ça on dit du côté de l'intrinsèque, le jeu, donc la recherche du jeu, le plaisir du jeu, la sensation, le corps, c'est-à-dire ressentir son corps, être centré sur soi, et en opposition, quand on est du côté de la motivation extrinsèque, ce qui fait plaisir à l'athlète, c'est le résultat, donc le plaisir lié au résultat, la reconnaissance qui va avec, donc le regard de l'autre, le défi de l'autre et le classement. C'est-à-dire que du coup, on se positionne sur une échelle verticale, les uns par rapport aux autres. Et il me semble que quand on veut essayer de repérer où est l'athlète, où est le sportif, mais il faut essayer de lui poser des questions qui vont aller sur ces deux registres pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Par exemple, il y a des athlètes, enfin des sportifs qui vont dire, quand on lui pose la question « Où est-ce que tu prends ton plaisir ?», certains vont dire « Je prends mon plaisir à faire une belle passe parce que je sens mon corps ». Puis il y en a d'autres qui vont dire « Moi j'ai mon plaisir uniquement si j'ai marqué le but ». Mais pas le geste qui m'a permis de marquer le but, mais le but. Et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment cette articulation à bien saisir pour arriver à parler de personnalité des sportifs. Et du coup, pour pas non plus qu'ils soient enfermés dans quelque chose. C'est vraiment cette dynamique avec ces deux pôles. C'est une notion importante parce que même d'un point de vue strictement théorique, ce ne sont pas du tout deux positions opposées. On peut être très chargé sur l'une et sur l'autre. C'est pas l'un ou l'autre, jamais, même du point de vue de la modélisation. Oui. Il faut se rappeler que c'est mais en même temps, c'est difficile pour les entraîneurs d'arriver à repérer tout ça. Parce qu'il y a les deux, et à certains moments. Et puis des fois, c'est pas qu'une finalité, c'est aussi un moyen d'action. Donc la finalité, c'est pas que ressentir une sensation, c'est faire travailler sur la sensation pour faire avancer le sportif. Donc c'est aussi un moyen. Mais après, il ne faut pas se leurrer quand même. Dès qu'on fait de la compétition, C'est pour gagner. Eh oui, c'est pour gagner. Et ceux qui disent... Le plaisir de la confrontation. Et oui, mais la confrontation, c'est pour aussi arriver à... Tu sais, c'est comme quand on se regarde dans le miroir. On a beau se dire, je m'en fous d'être beau, je m'en fous d'être bien sapé, je m'en fous d'être... Oh, ça va. Mais si on se regarde dans le miroir, c'est pour que quand même, on arrive à repérer quelque chose qui nous convienne. Et le miroir, ben, c'est aussi tous les autres qui vont nous regarder et qui vont nous amener à nous sentir rassurés. Quand même. Donc c'est la même chose, il me semble. Du coup, on a une question de Anne. L'entraîneur doit-il seulement savoir s'adapter aux motivations des athlètes, en individualisation des objectifs par exemple, ou doit-il parfois influencer les motivations pour changer leur nature? Je voulais justement intervenir par rapport à ça, parce que mon discours que j'ai eu précédemment en disant il faut tenir compte des profils, on sait quand même, tu l'as dit, mais tous vous l'avez dit, qu'il y a un socle commun à développer à l'entraînement pour pouvoir performer,
Et ce socle commun, que ce soit préparation physique, préparation technique, répétition, programmation, enchaînement des séances, etc., on ne peut pas y déroger. On ne peut pas réussir son objectif de très haut niveau si on ne passe pas par ce socle. Alors, il n'est pas commun à tout le monde, mais il y a quand même, on sait bien, Kevin, c'est sûr qu'il a un entraînement particulier, mais il a un socle qu'il faut qu'il se fasse par tous les moyens. Mais il faut, je pense que toi c'est pareil, on parlait d'un plateau, enfin, d'une base physique ou technique, et ça on est obligé d'y passer. Alors, moi, en fait, quand j'étais aux manettes, il y avait ce socle, et puis naviguer en plein hiver, je l'ai dit, il fallait le faire. Donc essayons d'aménager pour que la séance elle se passe la mieux possible, elle permette de faire progresser les gens, mais à un moment donné, il faut, et là je rejoindrai la question qui est posée, c'est que à des moments, eh bien, il faut que le pagayeur ou le sportif en question passe par des situations qui ne sont pas tout le temps plaisantes, qui ne sont pas tout le temps fun et qui ne soient pas tout le temps dans la sensation ou dans la... Voilà. Mais ceci dit, ça permet, si on va quand même répondre à certaines aspirations, de mieux faire passer ces entraînements qui sont durs ou ces sensations qui sont désagréables parce que c'est en plein hiver. Et est-ce qu'il n'y a pas un travail qui est fait par les entraîneurs sur l'appropriation de la nécessité, sur le besoin de faire ce travail, ces périodes de travail difficiles ou sur des choses qui ne nous plaisent pas parce que ça va générer une progression ou de la performance demain, etc. Enfin, c'est-à-dire quel est le travail qui est fait avec le sportif pour qu'il trouve de la motivation à faire des choses qu'il n'aime pas faire. Mais, enfin, c'est la base d'entretenir la motivation quand les situations sont difficiles. La traversée du désert, et je passais en revue, il y a peu de sportifs qui n'ont pas de traversée du désert. La tienne, elle était très longue, avec des blessures, des contre-perfs, etc. Mais voilà. Et comment retrouver le ressort, comment entretenir ce ressort malgré la difficulté, malgré, comme tu le dis, que c'est dur hein, de s'entraîner quand même. Il ne faut pas croire que c'est tout le temps cool. Et voilà, et il faut trouver. Alors, il me semble que l'entraîneur, une de ses lignes de conduite, c'est de trouver c'est pas des artefacts, mais c'est des moyens d'entretenir la motivation à faire. Alors, en rentrant dans le profil, mais peut-être pas en rentrant systématiquement dans le profil, mais en faisant d'autres choses qui... Oui, mais c'est un peu ce dont tu parlais quand tu disais que tu rappelais les objectifs quand il fallait s'entraîner et d'abord casser la glace. Aussi, oui. Ça relève vraiment de ça. Ça fait introjecter en fait les choses qui sont très extrinsèques. Peut-être, oui. Les choses qui sont très loin, on les rapproche, on les rend de plus en plus autodéterminées parce qu'on va les recentrer par rapport à l'objectif, parce qu'on va permettre à la personne de bien sentir aussi le bienfait pour elle-même. Vous avez dans le tome 3 des Memento des exemples, par exemple, sur comment on s'adapte par exemple à intégrer la question des étirements dans des sports où on n'aime pas trop faire ça, mais comment on permet aux athlètes de se rendre compte des bienfaits et donc petit à petit de rendre ça plus autodéterminé. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont adorer faire des étirements, mais en tout cas ils vont finir par l'intégrer complètement dans leur fonctionnement et ils auront suffisamment envie de le faire parce qu'il y a des bénéfices qui les perçoivent et qui... Voilà. Donc en fait les choses qui sont extrinsèques, soit on dit c'est obligatoire, on le fait point, ça va rester très extrinsèque, soit on cherche les moyens aussi de les faire s'autodéterminer un peu plus et ça fonctionne. Donc par rapport à ce que disait Anne-Hill, bien sûr que c'est des choses qu'on peut faire bouger. Pour exemple, parce que là on a beaucoup parlé d'entraînement en fait, c'est que des fois dans les motivations, un retour de blessure, j'ai déjà eu des athlètes qui ne veulent pas retourner à la compétition. En fait. C'est un moyen un peu d'échapper, c'est pas qu'ils ne sont pas motivés en fait, à la compétition, mais pourtant ils ont de l'appréhension en fait. Et là, tu es obligé d'aller contre leur nature à ce moment-là, parce que tu sais que c'est un passage, il faut qu'ils retournent à la compétition. S'ils n'y retournent pas, il se sentira bien sur le moment, mais pour la suite, c'est pas... Et donc là, oui,
tu forces un peu le truc en disant, bah si, là, t'es plus BDSC, t'es compétitif, tu vas à la compétition, en fait. Et j'ai eu un athlète comme ça qui trouvait toujours des échappatoires pour plus retourner à la compétition, qui aimait s'entraîner, mais plus retourner courir. Donc tu dis, mais c'est plus l'essence même du sport et de surcroît de haut niveau. Et finalement, il retourne à la compète et ça a remis en fait de la ouais, ça a réinitialisé un peu le truc et ça l'a remotivé à recourir après derrière. En fait. Donc, oui, mais d'ailleurs, souvent on utilise la question de la motivation dans des situations qui ne sont pas liées à la motivation, parce que là, en l'occurrence, c'est pas qu'il n'est pas motivé, c'est qu'il a un trouble en termes de confiance qui fait qu'il ne veut pas y aller. Et je trouve que ça, c'est un sujet qui mériterait ça va bien. Je trouve qu'on voit souvent des troubles de la motivation là où en fait il y a de l'anxiété, du manque de confiance, et qu'en fait les gens sont très motivés, mais ils peuvent avoir très peur. Ça amène quand même un sujet, je ne sais pas si on aura le temps, mais pour moi la motivation est forcément conséquence de tout ce qu'il y a en amont. Et tu parlais de confiance en soi. C'est sûr que l'athlète est toujours motivé au fond d'elle, mais c'est sûr que s'il y a un manque de sérénité, de confiance en soi, derrière on a l'impression qu'elle ne s'exprime pas, cette personne. Donc vraiment, s'il y a un problème de motivation, c'est cerner la source en amont. Et ça, c'est des fois encore un peu plus complexe, mais on ne peut pas dire t'es pas motivé, mais c'est aller chercher, aller fouiner dans le mal-être plus profond, on va dire. Bon. S'il y a des questions, là on s'était dit la dernière partie de notre live. Plus pour l'instant. D'accord. C'est bientôt fini, c'est maintenant ou jamais. Profitez-en si vous voulez poser des questions. Vous pouvez aussi, à cette heure-ci, vous pouvez faire un signe directement si vous le souhaitez aussi. Prendre la parole en levant la main aussi. Si vous voulez poser des questions à Jean-Marc ou à Sébastien, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions chez nous? Non, ouais, ça va. Merci Jean-Marc. Non, mais en tout cas, c'était un sujet vraiment intéressant, parce que de toute façon, la motivation, c'est la base. Je pense que le haut niveau, dans tous les sports, c'est difficile, voire extrêmement difficile. Pour aller chercher une médaille au championnat du monde ou aux Jeux, Bertrand est très bien placé pour en parler. C'est extrêmement difficile et forcément... à un moment donné, l'athlète ou même l'entraîneur, je pense que l'athlète ou l'entraîneur peut se perdre et perdre cette motivation parce qu'il y a des moments plus compliqués. Donc je pense que c'est un facteur très important dans la performance et qu'il faut tout mettre en œuvre pour garder cette flamme et garder cette motivation. C'est une jolie conclusion. Je crois qu'on ne veut pas, si je devais synthétiser ce que j'ai pu apprendre avec les sportifs, mais même en général, je crois qu'on ne veut pas, donc en termes de motivation, ce qu'on ne peut pas faire. Donc cette célèbre formule, quand on veut, on peut, pour moi c'est une bêtise. Je pense que ce qu'on veut vraiment, au fond de soi, c'est qu'on se sent capable de pouvoir le faire. Alors après on n'y arrive pas parfois par plein d'empêchements qu'on peut avoir, plein de blocages, mais... des fois, il y a des entraîneurs, je les entends, mais même dans d'autres circonstances, hein, si tu veux, tu peux le faire, bouge-toi. J'entends beaucoup ça, notamment pour les gens qui souffrent de problèmes d'alcool. Si tu voulais, vraiment, tu pourrais t'arrêter, parce que de ne pas commencer, c'est facile. On sait bien physiologiquement, c'est pas facile du tout, c'est pas possible. Donc il y a une vraie possibilité que l'on a, qui fait qu'on va être motivé ou pas. On a une question du coup de Mathieu. Depuis combien de temps et qu'est-ce qui a décidé Jean-Marc pour te faire accompagner par un préparateur mental? Alors, déjà, mon deuxième échec, parce que mon premier échec c'était en 2013, le championnat d'Europe à Rieti, où je me fais éliminer en qualification, en junior. Rebelote 2 ans après au championnat d'Europe Espoir, où de nouveau je me fais éliminer en qualif. De là, c'est pour ça que je dis, me connaît très bien,
On s'est rencontrés et on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble plusieurs années, jusqu'à, c'est vrai, cette réussite sur mon premier championnat du monde élite. Je fais 8e alors que j'étais dans des conditions plutôt compliquées physiquement, mais très psychologiquement. Et l'erreur que j'ai fait en fait à ce moment-là, c'est que je me suis dit, bah, c'est bon. Bon, j'arrête. C'est bon, j'arrête, j'ai plus besoin. C'est bon, maintenant ça va rouler. Donc ça c'était en 2017. Et en 2018, de nouveau, en fait, je réalise un très bon premier essai. Mais ensuite, tout de suite, je perds le fil et je ne suis plus capable de réaliser ce même saut pour monter sur la boîte. Et la vie a fait que j'ai rencontré une autre préparatrice mentale. Vous pouvez la citer peut-être? Kelly Lago, que j'ai rencontré. On a commencé à discuter et puis au final, ça m'a donné envie de reprendre la préparation mentale. Et c'est avec elle qu'on a continué à travailler pour aller jusqu'à cette médaille de bronze. Je voudrais juste compléter ce que tu as dit, Philippe. Excusez-nous, Ouais. on a juste une question. Priorité, vas-y. Priorité au direct. Priorité au direct. Ne croyez-vous pas que les médias en France ne sont pas très motivants pour les athlètes, parfois finalistes ou quatrièmes, déjà super victoire et performance, souvent trop peu reconnus. Ce qui compte, c'est la progression. Donc, certains sportifs se moquent de la progression. Certains sportifs ne veulent que gagner, quoi. Et après, du coup, ça pose la question de où est-ce qu'on situe la performance. Parce que la performance par rapport aux autres, c'est par rapport à soi, c'est par rapport à un temps que l'on améliore. Je pense que c'est très propre à chaque sportif. Ça, hein. Alors après c'est vrai que les médias enfin, ils font du buzz avec ce que font les athlètes, hein, donc forcément ils veulent ce qu'il y a de mieux et ils vendent des choses. Mais après, Sébastien l'a bien dit, pour lui, une 8e place au championnat du monde était... Exactement. Enfin, était presque mieux qu'une médaille sur un championnat d'Europe, si j'ai bien saisi ce que tu disais. Ah, on t'entend plus? Non. Ouais, il suffit de regarder les critères de la LS pour s'en rendre compte. oui, mais enfin, moi je me rappelle très bien de cette place-là et je me rappelle du commentaire à ce moment-là. C'était très dépitant, effectivement, et c'est à peu près la manière dont sont évaluées effectivement les performances dans ce registre-là, c'est tout ce que l'entraîneur ne devrait jamais faire. Mais bon, c'est les médias, ils n'ont pas cette charge-là, c'est pas leur souci de motiver les personnes, mais effectivement, c'est un peu navrant. Mais bon, c'est comme ça. oui, mais le média, c'est le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre, après cours, notamment les sportifs. Donc, ça fait aussi partie de la pression qui sont sur les épaules des sportifs, mais en même temps, les sportifs, ils sont aussi dans la contradiction de rechercher ça, quoi, ce regard de l'autre. Et là, pour le coup, ils sont vus. Par les médias, ils sont vus. Pas toujours bien vus, du coup, mais ils sont vus. Du coup, on avait une petite remarque aussi de Mathieu, là, qui demande, qui disait, donc, nous pouvons penser que la préparation d'entraîne devrait plutôt être intégrée au cursus d'entraînement et non venir en cas d'échec. Ah oui, bien sûr. Ah, moi, ça, totalement pour. Et juste un petit exemple, quand les sportifs arrivaient au pôle, ça ne s'appelait pas le pôle à l'époque, mais je leur proposais, j'avais quelques référents, psychologues, psychiatres, etc. Et ils faisaient la tournée, il y en avait 3-4, ils allaient discuter avec chacun et je souhaitais qu'ils travaillent avec l'un d'entre eux. Bon, la plupart trouvaient chaussures à leurs pieds, il y en a d'autres non, qui disaient non, ok, mais moi dès que c'était pour précéder effectivement l'échec et le travail avec le spécialiste après l'échec. Le mieux, et des fois ça peut éviter ou amoindrir l'échec déjà, parce qu'il travaille bien, et ça me paraît incontournable. Ça fait partie, comme on va voir un préparateur physique maintenant, ça fait partie de la panoplie. Ouais, mais si on t'avait dit, Jean-Marc, quand tu te pensais sans limite, va voir quelqu'un, vu que tu te pensais sans limite, tu aurais dit... Pas du tout.
Pas besoin. Ah non, j'aurais dit pas besoin. Ouais. Non, mais je leur laissais la porte, puisqu'il y en a, bon, je prends l'exemple de Sylvain Curigny à qui j'ai proposé. Il a été fait deuxième au jeu à Barcelone avec moi. Il a dit c'est toi mon psy, pas besoin d'un autre. Peut-être après il en aurait eu besoin. Mais certes, c'est pas obligatoire, je l'ai dit en préalable. C'est une des questions qui me venait, parce que c'est souvent le discours justement. Pourquoi ce travail-là n'est pas pris en charge par l'entraîneur? J'ai des réponses. Le premier psy, c'est quand même l'entraîneur. C'est quand même l'entraîneur. C'est Sébastien qui connaît bien et c'est le premier psy, l'entraîneur. Mais il y a des fois des discours que l'entraîneur tient qui ne sont plus audibles et quelqu'un d'autre va le dire et il sera plus audible. Ou il y a des moments où les compétences sont limitées de l'entraîneur. Il est quand même polyvalent, il doit faire plein de choses et c'est un professionnel qui pourra mieux prendre en compte la chose. C'est pas déshonorant. Et puis l'entraîneur, il y joue des choses aussi de très personnelles là-dedans. Peut-être aussi. Et donc, alors que la personne extérieure, normalement, n'y joue rien de particulier, quoi. Donc l'entraîneur, il est aussi valorisé par les performances du sportif qu'il entraîne. Et c'est bien naturel en même temps. D'où le travail de l'entraîneur d'essayer de s'en décaler un petit peu quand même de ça. Il y a d'autres questions? C'est plus une remarque qu'une question. Donc, je voulais dire, enfin, je sais pas qui c'est iPhone 2. Oui, bon, ça fait rien dire. Je voulais dire qu'il faut apprendre et savoir reconnaître un cheminement vers la réussite, car avant de gagner, c'est très souvent normal de passer par les places de 8 ou 4. Les anglo-saxons sont souvent très gratifiants pour toute performance si tu as donné le meilleur. Accepter de ne pas être le ou la meilleure avant d'être le devenir. Ouais, ouais. Petite chose à rajouter avant qu'on close la session? Bon, juste par rapport au rêve, hein, tu as parlé de ton rêve, tu as parlé aussi de... bon, effectivement, il y a le rêve à atteindre, peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'atteignent pas ce rêve, mais il y a sûrement des objectifs, donc tu as donné les objectifs, c'est d'ailleurs Philippe qui a posé la question, et un des rôles de l'entraîneur, c'est aussi de bien capter le rêve, mais de fixer des objectifs atteignables. On sait la définition des objectifs, il ne faut pas que ça soit trop inatteignable ou trop facile, mais c'est la construction aussi que tu as bien expliqué pour atteindre ton rêve. Alors c'est super d'avoir attendu si longtemps pour l'atteindre, mais quand tu as réussi cette perf, on était content pour toi parce que bon, tu avais en partie réalisé ton rêve. Maintenant, le prochain rêve, qui est un objectif. Voilà, qui devient un objectif. Très bien. Non, très bien. Ouais, non. Voilà. Et juste pour les jeux de Paris, pour répondre à la question journalistique, c'est en France, les jeux déjà en eux-mêmes, même quand ils ont lieu loin de la France, c'est quelque chose. Mais là, donc je pense média training pour les sportifs, pour les entraîneurs, et puis anticiper. Parce que là, ça va être en plus exacerbé, parce qu'on va même comprendre les articles de journaux qui sont écrits sur nous quand on est en Chine, à Tokyo, bon non, ou au Japon. Non, mais là, oui. Donc là, il faudra se préparer à ça. Ce qui aura le double effet de pression supplémentaire, mais il y a des gens qui sont surmotivés parce que c'est là. Hein. Bien sûr. Il va y avoir une gestion mentale très importante. On est encore loin entre guillemets des jeux et la pression commence déjà à monter, notamment avec les médias. Donc forcément c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper, qu'on a anticipé en tout cas avec mon staff et qu'on peut pas laisser ça de côté. On peut pas se dire oui mais c'est juste entre guillemets des Jeux Olympiques. Non, c'est chez nous, c'est totalement différent et en plus ce sont des Jeux Olympiques. Donc il va falloir prendre tous les facteurs en compte pour être le plus performant possible aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Je vous rappelle tous qu'il y a donc une formation en digital sur la motivation qui commence le 28 novembre. Je vous rappelle également qu'il y a un questionnaire de satisfaction à remplir. Pensez-y s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup pour faire évoluer les formules pour être le plus adaptées à vos besoins. Je remercie l'équipe des Memento avec
l'homme de l'ombre aussi pour la technique. Et un grand merci à Jean-Marc et Sébastien pour leur témoignage, pour leur rapport. Vraiment, c'était passionnant. Merci à tous. Merci à Sébastien. Bonsoir. Merci. Au revoir à tous.